Même si beaucoup continuent de l'appeler Bombay, la capitale économique de l'Inde se nomme désormais Mumbai, et il y fait presque toujours beau. La ville, pour celui qui la découvre la première fois, est d'abord un torrent humain, un flot de voitures et de passants traversant la chaussée, une foule portant des vêtements colorés et légers. Une énergie qui lui vaut le surnom de Maximum City, la ville maximum, vitrine d'une Inde conquérante qui exhibe sa puissance. Cette cité portuaire de la côte ouest de l'Inde est riche de nombreux temples hindous, de mosquées et d'églises, témoignant de la pluralité religieuse. Occupée par les Portugais, elle est devenue colonie anglaise en 1661. On retrouve cet héritage britannique dans le sud de Bombay, autour de la gare, la tour de l'horloge ou la porte de l'Inde. C'est ici, dans une Inde encore sous domination britannique, que naît en 1865 Rudyard Kipling, futur prix Nobel et écrivain universellement connu pour son livre de la jungle. Ce chef-d'œuvre raconte l'histoire d'un enfant, Mowgli, un petit homme, élevé dans la jungle indienne par une meute de loups. Le petit Rudyard a vécu les 6 premières années de sa vie dans une autre jungle, une jungle urbaine, Bombay. Il y a construit son imaginaire, qui a nourri son œuvre d'une Inde mythifiée. Parfois critiqué pour son prisme colonialiste, il portera toute sa vie pour ce pays et sa culture une fascination sincère. J'ai toujours été sensible aux ténèbres menaçantes des soirées tropicales, de même que j'ai aimé la voix de la brise nocturne dans les feuilles de palmier. Dans le quartier colonial d'Oval Medan, au sud de la ville, l'illusion d'un voyage dans le temps est parfaite. Le campus boisé de l'école d'art est une oasis étonnamment paisible dans une ville trépidante. Le père de Kipling en était le directeur. C'est donc là que l'on peut visiter sa maison d'enfance, où il a vécu 6 années durant. Rudyard Kipling est né ici, sur le campus. Et c'est dans ce bâtiment et dans ce jardin qu'il a passé les premières années de sa vie. Kipling fait ses premiers pas sous la véranda, ouverte sur le jardin, qui évoque une petite jungle. Il dort avec sa sœur cadette au premier étage de cette maison, dont les fenêtres laissent passer le jour, permettant aux brises de rafraîchir les pièces. C'est ici, sous les franges des hautes palmes où se réfugient les perroquets, où les lucioles abondent dès la nuit tombée, qu'il s'ouvre à la vie et rêve tout éveillé. Il a très bien décrit la lumière, comme celle qui m'entoure, cette lumière tropicale si particulière. Il parle aussi de la brise, qui est très spéciale ici, puisqu'il s'agit de la brise de l'Ouest, qui vient de la mer toute proche. Et cette maison est entourée d'arbres. C'est cette ambiance que je trouve lorsque je lis les poèmes qu'il a écrits. Les Kipling se sont installés en Inde en 1865, l'année de naissance de leur premier enfant, Rudyard. Son père était un artiste, peintre et sculpteur, avant de diriger l'école d'art. Sa mère, cultivée et ambitieuse, côtoie les personnalités. La famille dispose d'une vingtaine d'employés de maison, dont une nourrice qui prend soin de Rudyard. C'est elle qui, pour l'endormir, lui raconte des légendes indiennes peuplées d'animaux. Des légendes qui vont profondément marquer le petit garçon, avec des noms aux sonorités étranges, qu'il transposera quelques années plus tard dans son livre de la jungle. Le vieil ours Balou, le sage python Kaa, le tigre boiteux Shere Khan et Bagheera, la panthère noire agile. Plus qu'un romancier, Kipling sera un poète. Imaginez Rudyard enfant, qui vit dans ce campus très boisé, qui à son échelle devait avoir des airs de véritable jungle. C'était plein d'animaux et d'oiseaux. Vous pouvez les entendre chanter. Aujourd'hui encore, les arbres sont pleins de chauves-souris.
Et il y a aussi toutes sortes d'oiseaux, ainsi que des chiens et des chats. Tout cela a dû se mélanger dans son esprit pour ensuite donner naissance au livre de la jungle. Quelquefois, Bagheera, la panthère noire, venait en flânant au travers de la jungle et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Baloo la leçon du jour. Autour de la maison des Kipling, le quartier colonial d'Oval Medan est l'autre terrain de découverte du petit Rudyard. Ses parents mènent une vie mondaine et le confient la plupart du temps à sa nourrice. Grâce à elle, il découvre l'Inde véritable, celle des hommes aux turbans multicolores et des femmes en sari. En Inde, ce sont les grands-mères qui racontent les histoires du soir aux enfants. Et je suis sûre que sa nounou lui en a raconté de ces légendes excitantes. Et c'est ce qui a fait naître sa passion pour l'Inde. L'école où il est né se trouve juste à la lisière entre la ville coloniale et la ville indienne. Il passait d'un monde à l'autre. Ainsi, il a pu comparer les deux parties de la ville, et je pense qu'il était plus à l'aise avec les Indiens qu'avec les Britanniques. Dans le quartier colonial, les monuments emblématiques ont été préservés. La gare se situe à 10 minutes de marche de la maison des Kipling. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est considérée comme l'une des plus belles gares du monde, avec son dôme de pierre, ses tourelles et ses arcs brisés. Autre emblème, à 15 minutes de marche, au sud du quartier, la Porte de l'Inde, arche monumentale en grès jaune de 26 mètres de haut. En remontant un peu vers le nord, on découvre une réplique de la tour du palais de Westminster. Les architectes indiens ont parfois intégré à ces sévères bâtiments des détails typiquement indiens, comme ces maharajas cachés sur l'université. Avant les Britanniques, Bombay n'était qu'un petit village de pêcheurs, créé à partir de 7 îles différentes. Elles appartenaient aux sultans locaux. Plus tard, les Portugais sont venus du sud à la recherche d'épices. Au début du XVIe siècle, ils ont acheté ces îles aux sultans. Ce n'est qu'en 1662, lors du mariage de l'héritière du Portugal, Catherine de Bragance, avec le souverain britannique Charles II, que Bombay est devenue anglaise. Dans ce quartier d'Oval Medan, chaque jour, à l'heure du thé, les pelouses sont prises d'assaut par des joueurs de cricket, rappelant le Bombay du XIXe siècle. Mais les joueurs sont aujourd'hui indiens. Un peu plus au nord du quartier, la cathédrale Saint-Thomas, première église anglicane de Bombay. À la fin du XIXe siècle, ce bâtiment est au cœur de la vie sociale des Britanniques. Voici la cathédrale Saint-Thomas. C'est ici que Rudyard Kipling a été baptisé. Chaque dimanche, il se rendait à cette église pour la messe. Pour Kipling, je pense que c'était un moment important où il constatait la division de la société entre les colons et les Indiens. Et pour un enfant de 4 ou 5 ans, cela devait être très impressionnant. La société est divisée, mais le jeune Kipling parle hindi et s'habille comme un Indien. Lors de ses promenades dans la ville, il est en extase devant les parades des Maharajas. Loin de la très confinée société anglaise, ces visions oniriques forment la matière des histoires comme ça, d'autres contes écrits par Kipling dans l'esprit du livre de la jungle. J'ai le souvenir du marché aux fruits de Bombay, en compagnie de mon Aya, et plus tard de ma sœur, de son landau, puis le retour à la maison, nos achats empilés sur l'avant de celui-ci. L'Inde profonde, celle qui prend aux tripes le petit Kipling, c'est le marché aux fruits, à 3 km de Saint-Thomas, en marchant vers le nord de la ville. C'est un marché couvert, nommé Crawford Market, et aujourd'hui encore un kaléidoscope de sons, de couleurs, de parfums.
Sur la façade extérieure, une partie des bas-reliefs a été réalisée à partir des esquisses de John Longwood Kipling, le père de Rudyard. Ils seront pour ses fils une source de rêverie et d'inspiration. Je me trouve à l'entrée du Crawford Market, qui est le principal marché municipal de Bombay. C'était déjà le marché le plus important de la ville en 1869, à l'époque coloniale. Il a été construit dans le style gothique. À l'époque des visites du petit Kipling, il y a un siècle et demi, cette œuvre, une fontaine, était providentielle. À cette époque, Kipling devait marcher pour venir ici. Nous ne sommes pas très loin de chez lui. Cela devait être une jolie promenade pour lui. Venir au marché devait être un moment privilégié, très excitant pour un jeune enfant comme lui, de voir autant de couleurs, d'épices, de senteurs. Plus tard, il a sans doute inconsciemment repensé à ses visites ici. C'est ici, au Crawford Market, que les colons britanniques venaient faire leurs emplettes. Les premières odeurs demeurent toujours en mémoire. Donnez-moi quelques bâtons de cannelle, s'il vous plaît. En Inde, toutes les épices sont importantes. Mais si je devais n'en choisir que deux, je prendrais la cannelle et la cardamome, deux épices que l'on retrouve dans les plats sucrés, mais aussi salés. Lors de chacune de ses visites au marché, Kipling est frappé par les attitudes des vendeurs en tenue traditionnelle, par leur visage aussi, des silhouettes dont il se servira plus tard pour écrire ses contes. Je suis certain que Kipling a été frappé par l'aspect de ce marché, par son esthétique. Par exemple, il a été marqué par ses porteurs en dhoti, ce pagne typiquement indien. Il y en a encore ici. Ce sont des personnages que l'on retrouve dans ses écrits, ces images l'ayant marqué inconsciemment. Il les a conservées en tête. Cette Inde idyllique aux yeux d'un petit Britannique, cette ville de Bombay, le petit Rudyard va devoir la quitter à l'âge de 6 ans afin de recevoir une éducation classique en Angleterre. Dans le livre de la jungle, Mowgli lui aussi devra quitter sa forêt pour rejoindre le monde des hommes. Devenu adulte, Kipling sera un infatigable voyageur, sillonnant le monde et trimballant avec lui ses souvenirs de l'Inde, son paradis perdu. Un pays qu'il ne cessera de magnifier dans ses contes. Le livre de la jungle sera publié en 1894. 1894 pour le livre et 1967 pour le dessin animé. Édulcoré, façon Disney. L'équipe avait jugé le livre un peu trop sombre. Et oui, il n'y a pas d'ours qui chante, par exemple, chez Kipling. Être un ours, donc comme Balou ou une vache en Inde. Elles sont heureuses, les vaches, là-bas. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. C'est le pays au monde qui détient le plus de vaches, l'Inde, avec pas loin de 300 millions de bêtes à cornes, et elles sont plutôt heureuses dans ce pays où l'amour pour les bovins n'est pas vache. En Inde, elle est sacrée. Des voyageurs le racontent, le dieu Brahma, à l'origine du monde, l'aurait créé en même temps que le Brahman. Les Brahmanes sont des philosophes, le ruminant en Inde est donc un intello. Elle est surtout bon camarade de Krishna, un autre dieu qui a grandi entouré de vaches. Gandhi l'appellerait carrément maman, de cela on n'est pas sûr, mais il arrive parfois que l'intérêt de la religion croise aussi un certain pragmatisme, et c'est le cas avec la vache. Elle est sacrée, peut-être aussi parce qu'elle produit du lait, avec lequel on fait le lassi, qui est à l'Inde ce que la bière est à l'Allemagne, le soda aux USA ou le thé aux Chinois. Mais ce n'est pas tout. La vache produit aussi de la bouse. C'est moins vénérable, mais très utile. 700 millions de tonnes de bouse en Inde, ça tient dans 17 millions de poids lourds. Et mélangé avec de la paille, ça devient un combustible validé par Nicolas Hulot. Et sinon, ça fait de l'engrais. Mais ce n'est pas tout. Dans la série Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, certains Indiens récupèrent aussi l'urine de la bête. Ça peut servir de désinfectant pour la maison et même pour le corps.
On la soigne, on la nourrit, on la respecte. Sur la route, c'est elle qui a la prio, mais elle commence à poser sérieusement des problèmes. D'après le Financial Times, certains paysans commencent à se plaindre des bêtes qui piétinent tout avec leurs gros sabots et grignotent les récoltes. Mais surtout, le pays devient un acteur sérieux dans le marché de la viande. Il fait maintenant partie des plus gros exportateurs au monde. Oui, le pays où la vache est sacrée est aussi celui qui en vend le plus. Et le bovin pourrait bien se retrouver au milieu d'une guerre de religion entre celui qui croyait à la vache et celui qui n'y croyait pas.